Joséphine, Monsieur Leclan, que peut-être beaucoup d'entre vous se souviennent d'avoir vu au cours des dossiers de l'été, notamment lors d'une émission consacrée aux pyramides égyptiennes. Monsieur Leclan est en effet égyptologue, il est professeur à la Sorbonne, il est directeur d'études à l'école pratique des hautes études. L'insolite, l'extraordinaire, c'est évidemment le fait par excellence des anciens Égyptiens. Mais au-delà, je ne peux rien dire d'autre. Je considère déjà la civilisation égyptienne, avec ses extraordinaires réalisations, comme en soi-même déjà quelque chose d'extraordinaire et d'insolite. Se situe de la façon suivante le merveilleux, le mystérieux. D'une part, à l'échelon des techniques. Il y avait des techniques, évidemment, différentes des nôtres. Vous évoquiez des instruments que nous ne reconnaissons pas en tant que tels, mais c'est bien évident, car de nombreux instruments trouvés par les préhistoriens, ils leur donnent des noms de hachoirs, toutes sortes de noms divers, mais à quoi cela sert-il? Quel est le lien entre ce nom et puis l'utilisation de l'objet? Alors ça, c'est une première interrogation, c'est là que se situe l'insolite. Mais le second, alors je crois, est encore beaucoup plus grave, et vous parliez tout à l'heure de la science officielle en l'opposant à une science ou à une recherche. Non, ce n'est pas méchant, il faut bien non, l'opposer, nous sommes en sciences parallèles. Mais, voyez, je crois que vraiment, ce qui nous manque, c'est de comprendre les finalités de ces civilisations. C'est de comprendre quels sont les thèmes majeurs qui les dominent. Ils sont différents des nôtres, mais c'est, je crois, la limite de notre esprit moderne, d'ailleurs de l'esprit des hommes en tant que tel. Nous ne pouvons pas faire l'effort de l'imagination qui nous permette de retrouver ce que c'était que les finalités de ces civilisations. Et c'est, je crois, là que se place l'insolite. Naturellement, pour cela, il y a tout de même l'étude des témoignages. Et alors, pour cela, il y a des séries de méthodes, ces séries de méthodes qui consistent des méthodes techniques que nous donne l'archéologie, ou encore l'étude des textes. Et alors là, c'est simplement, si vous voulez, une sorte d'outillage que nous avons à nous former, une sorte d'outillage des séries de clés. Et je dois dire, je suis fort heureux d'être ici ce soir. C'est le 150e anniversaire, aujourd'hui même, de la lettre à Monsieur Dacier, c'est-à-dire de la clé que Champollion nous a donnée pour ouvrir les écritures de l'ancienne Égypte. Alors je crois que cela, c'est en soi, vous parliez tout à l'heure des choses fascinantes, par exemple, avec lesquelles vous mettez en contact vos expériences de physique. Eh bien là, voilà pour moi une chose fascinante, une expérience fascinante de l'esprit humain. Voilà un homme qui, soudain, trouve une clé, et une clé qui nous redonne des millénaires. Alors je crois que c'est cela. J'ai été naturellement extrêmement émerveillé par ce que vous avez montré du Pérou. Là, ce sont des domaines, vous disiez tout à l'heure, personne ne va étudier ça, mais on voudrait pouvoir aller étudier ça, on voudrait soudain quitter l'Égypte et puis aller voir le Pérou, étudier cela. Mais alors ensuite, je crois qu'il faut se forger les clés, se forger les instruments pour ouvrir tout cela. Vous parliez des géants, par exemple. Bien le même Champollion, quand il avait 15 ans, c'est un de ses premiers travaux, a écrit sur les géants de la Bible. Il a écrit sur les géants de la Bible, il a essayé de savoir, d'après leur nom en sémitique, c'était des forces naturelles. Et alors il a écrit un mémoire là-dessus, un de ses maîtres a été fort sévère, et Champollion lui-même a ensuite écrit de sa main sur le manuscrit « Ma première bêtise ». Alors voyez-vous, voilà une expérience humaine importante. Champollion, c'est un modèle, c'est un maître de recherche scientifique. Bien voilà, je crois, c'est ainsi que se situe, pour moi, le mystère, à la fois dans la technique et puis surtout dans la finalité de ces civilisations. Je voudrais, Monsieur Leclan. Mais il y a quelque chose de mystérieux, vous voyez, je crois, nous changeons, nous changeons les rôles de temps en temps. Il y a quelque chose de très fascinant dans la civilisation égyptienne, c'est que l'on trouve très peu d'indications sur les techniques. Par exemple, les outils, nous en trouvons très peu. Il devrait tout de même, ces gens qui ont travaillé le granit, par exemple, devraient nous avoir laissé des indications sur les vestiges même matériels, des outils. Ils ont écrit des rouleaux de papyrus, ils ont écrit énormément. Ils n'ont jamais écrit sur la technique, ou très très peu sur la technique. Et là, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et peut-être alors, on peut se poser la question du secret. Y a-t-il peut-être une conservation du secret technique? Ça, c'est très possible. Monsieur Leclan.
Je dois dire que je ne crois pas que ces représentations, ce soit de la poésie. Ces représentations ont une finalité, elles ont une utilité, elles ont des séries de systèmes. Vous parliez d'hommes volants, de fusées dans les gravures Non, mais je rupestres parle du de ce qu'on a Sahara. vu là, il y a une Du demi-heure. Sahara, là, il n'y en a pas dans le Sahara même. Dans d'autres civilisations, je ne sais ce qu'il en est, mais si nous prenons ces gravures rupestres, mais l'on découvre qu'il y a là tout un système de signes, de notation, que tout cela est cohérent. Ce sont d'autres formes de langage que les nôtres, ce sont d'autres formes d'expression, et qui obéissent à des finalités autres que les nôtres. Mais je crois que tout cela, ce sont des systèmes et qu'il faut étudier en tant que tels. Oui, il faut les étudier. Monsieur Charroux, on peut vous citer quelqu'un qui est le fils du soleil. Ça, c'est une chose merveilleuse, le fils du soleil. C'est Pharaon. Pharaon, toute la suite des pharaons ont été les fils du soleil. Les textes nous l'affirment. D'un autre côté, il est évident que ce pharaon, c'est un dieu sur la terre. Alors, est-ce que c'est un de vos extraterrestres? Non, mais un descendant peut-être. D'abord, pourquoi voulez-vous qu'il soit descendant? Il est continuellement le fils du soleil. Et conçu en tant que tel. Pardon, monsieur Leclan, vous savez, vous êtes un grand égyptologue que j'admire passionnément. Mais vous savez bien d'abord que les pharaons, ça date de la 18e dynastie, c'était les rois de sang divin. C'est avant même, depuis le premier, depuis 3000 avant notre ère. Les rois de sang divin, qui devaient se marier avec des gens qui avaient, ou des femmes qui avaient le même sang qu'eux, des Phéniciennes par exemple. Le père pouvait épouser sa fille, le frère sa mère, etc., pour que le sang reste. Parce que, et oui, il y avait tout de même dans l'idée de ces peuples. Et chez les Incas, mais c'est justement, c'est dans l'idée de ces peuples, c'est là la chose extrêmement intéressante. Je crois que votre filiation, ce n'est pas une filiation réelle, physique, c'est ces civilisations qui se pensent ainsi. Ce ne sont pas du tout des gens qui viennent d'ailleurs, ce sont ces gens qui se pensent comme venant d'ailleurs. Oui, c'est là la chose qui est extrêmement intéressante et neuve par rapport à nous. Ce sont des sociétés, des civilisations qui sont intégrées dans le cosmos et tous ces merveilleux monuments que l'on nous a montrés. Ces monuments n'ont pas du tout, ce ne sont pas des constructions utilitaires dans le sens où nous entendons, mais elles sont tout de même utilitaires parce qu'elles permettent l'intégration de ces sociétés dans une vue cosmique. Alors je crois que c'est ça qui est très intéressant. Et ce que tous les auditeurs recherchent passionnément, tous ces contacts qu'ils cherchent avec les extraterrestres, tout cela témoigne chez eux d'une volonté fondamentale d'intégration dans le monde entier, d'intégration dans le cosmos. Et c'est ce que nous avons perdu. Notre société mécanicienne nous a totalement coupé de cela. Et je crois que toute cette curiosité du public est une curiosité qui est un fait et dont nous devons tenir compte et dont nous tenons compte. Eh bien, cette curiosité, elle est à la mesure d'une interrogation qui est une interrogation valable, mais je crois, à cause de cette coupure précisément que nous impose le monde moderne, alors que les civilisations du passé, les civilisations anciennes, civilisations antiques, antérieures à ces civilisations grecques. Tout à l'heure, vous parliez, tous vos inventaires, c'était toujours des Grecs. Car auparavant, il n'y avait pas cette invention, parce que je crois qu'on la mettait au temps des dieux. C'était des civilisations de l'âge d'or. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de tout à fait intéressant, ces civilisations qui se tournent vers le premier commencement, qui se tournent vers un premier début, et je crois que c'est parce que, fondamentalement, ce sont des civilisations de la pierre. Dans la civilisation de la pierre, vous avez une première fois, obtenu un beau poli, une première fois, vous avez obtenu un beau résultat, et désormais, vous ne pouvez que le recommencer, mais en vous tournant vers le passé. Alors que nos civilisations du métal, c'est là, je crois, qu'est la coupure. Les civilisations métal, au contraire, sont des civilisations du progrès. Elles se tournent vers le futur, l'on peut toujours faire mieux, l'on peut trouver un nouveau point de fusion, l'on peut trouver une nouvelle technique. Alors que dans l'Antiquité ancienne, on répète les premiers commencements en se tournant vers l'âge mythique. Au contraire, nous sommes toujours des gens du messianisme, du prophétisme, toujours tournés vers quelque chose qui d'ailleurs fuit devant nous au fur et à mesure qu'on l'atteint. Il y a par exemple des techniques extrêmement simples pour le transport des pierres. Nous savons que dans l'Antiquité égyptienne, on humidifiait le sol dans le limon, l'on versait sur le limon un liquide, on a la représentation du personnage qui verse l'eau devant la pierre que l'on tire, et ensuite naturellement
sur ce sol glissant, eh bien la pierre file comme sur du savon. Chevrier a écrit là-dessus, Vercouter a trouvé aussi dans les fouilles au Soudan, on a trouvé cela, et vous aviez parfaitement raison tout à l'heure de dire que lorsque l'on n'a aucune idée d'un outillage, on ne peut pas le comprendre. Et là, au milieu des sables, il y avait soudain une espèce de chemin de boue. Vercouter a pensé que c'était une sorte de diolkos sur lequel l'on tirait les bateaux pour franchir la cataracte. Voyez-vous, voilà un instrument. Exactement, voici... c'est aussi simple que ça. Voilà. C'est aussi simple que ça.